did what I did. Nobody guilty but me, you know what I'm saying? If she were here now, I would start by telling her that I'm sorry and that I love her. I would tell her I need my big sister back. Il ciblait un type de victime qu'il pensait pouvoir brutaliser à sa guise, sans jamais devoir répondre de ses actes. C'est un individu qui s'est engagé sur une mauvaise voie très jeune et qui s'y est perdu jusqu'à devenir une menace pour toute personne croisant sa route. On ne peut qu'imaginer la peur qu'on ressent à ce moment-là. Je qualifierais ça de diabolique. Je dirais même que c'était inhumain. C'est un monstre. Every day, I am haunted by memories and images. I will never be whole again. Stuart Weldon est né en 1977 dans le quartier de Jamaïca, dans le Queens, à New York, un quartier très connu à l'époque pour le trafic de drogue. Son père est mort lorsqu'il était adolescent. Selon certaines sources, il avait été victime d'agressions sexuelles, avait goûté à la drogue et avait découvert la pornographie très jeune. Juste après la mort de son père en 1990, sa mère décide de déménager à Montclair dans le New Jersey, un quartier plus sûr, avec un taux de criminalité moins élevé. Aucune mère ne veut voir son enfant impliqué dans des activités criminelles. Donc ce qui arrive souvent, c'est que les gens déménagent dans une banlieue calme pour avoir une vie plus tranquille et repartir à zéro. C'est probablement ce qu'a essayé de faire cette mère de famille lorsqu'elle a essayé de faire prendre un nouveau chemin à son fils. Mais à son arrivée au lycée, la vie de Stuart Weldon est toujours aussi chaotique. Il présentait d'importants troubles de l'apprentissage. On lui a diagnostiqué un TDAH très sévère. Apparemment, il était aussi dyslexique. Quand un enfant présente des difficultés d'apprentissage, ses progrès dépendent d'un certain nombre de facteurs. La sévérité des troubles, et il est important de la connaître, mais aussi la manière dont son école va les traiter. Sont-ils diagnostiqués assez tôt? Est-ce que l'enfant bénéficie d'un suivi approprié? On dirait qu'il a reçu une éducation très limitée au final. En 1996, Stuart Weldon est dans un centre commercial avec un copain. Il rencontre 3 filles qu'ils emmènent faire la fête. Il ramène 2 d'entre elles chez elles, mais ils enlèvent et agressent la 3e sexuellement. À 19 ans, dans le New Jersey, il est mis en examen pour agression sexuelle et détention illégale d'armes. Il ciblait des femmes qui avaient des problèmes de drogue, de santé mentale ou qui se prostituaient. Chez les personnes qui commettent des crimes très graves, on voit souvent une escalade dans la violence. Les problèmes de violence découlent très souvent d'un besoin de contrôle. Si j'arrive à obtenir de vous ce que je veux en utilisant la force, alors j'exerce un contrôle sur vous. Lui, il ne commence pas par des graffitis. Il ne traîne pas dans des endroits où il n'est pas censé aller, ne monte pas sur le toit de l'école alors qu'il n'est pas censé le faire, et ne fait rien de ce que font habituellement des mineurs qui manquent de discernement. Eux, en plus, ça leur passe. Ces agissements ne sont pas de cette nature. Là, il franchit un nouveau palier en commettant des agressions d'une violence inouïe. C'est particulièrement vrai pour tous les délits et crimes à caractère sexuel. En général, c'est révélateur. Parfois, ces comportements sont innés et se répètent. Parfois, ils empirent progressivement.
Ici, les éléments suggèrent la préméditation. Il montre aussi clairement un profil violent et évidemment un profil de prédateur. Ces comportements sont la plupart du temps des signes annonciateurs de futurs actes violents et de futures agressions sexuelles. Quand on pense aux tueurs en série, on s'attend souvent à ce qu'ils soient issus de milieux abominables, avec des parents qui ne les aiment pas, les négligent, les maltraitent et les exploitent. Mais il y a aussi des parents qui gâtent leurs enfants, qui sont trop permissifs avec eux et qui par conséquent les empêchent de développer un sens du bien et du mal suffisamment clair. La violence de Stewart Weldon franchit un nouveau cap. À 28 ans, il commet une agression sous la menace d'une arme et est condamné à 3 ans de prison. À sa libération, il retourne vivre avec sa mère. Cette fois à Springfield, à l'ouest du Massachusetts. Ils habitent une maison composée de 2 appartements séparés. Elle renfermera de terribles secrets. Springfield est la plus grande ville de l'ouest du Massachusetts et la plus grande du comté de Hampden. Il y a beaucoup de pauvreté, de drogue, une criminalité élevée. C'est une ancienne ville industrielle qui a été peu à peu gangrénée par le crime et la drogue. On pourrait comparer cette ville à un centre de distribution d'héroïne situé entre Boston et New York. Ce monde parallèle d'activités criminelles l'attire tout particulièrement. Il gravite plus ou moins autour de ce milieu. Weldon s'y sent à sa place et croit le comprendre. Un jour, un inspecteur des stupes m'a dit que si on ne trouvait pas de méthamphétamine à Springfield, c'était parce que l'héroïne ne coûtait rien là-bas. Sa mère croit probablement qu'elle l'emmène dans un environnement plus sain. Elle ne se rend pas compte qu'en voulant le protéger, elle le précipite en fait dans un univers encore plus violent. À Springfield, il y a une rue qui est surtout connue pour être fréquentée par des prostituées et par des gens qui cherchent à gagner de l'argent en dealant. Pour Stewart Weldon, qui participe à toutes sortes d'activités criminelles, cette rue est comme un magasin de bonbons. Il lui suffit de la parcourir et d'y faire son marché. Weldon s'est mis à fréquenter régulièrement des milieux dans lesquels les femmes se prostituaient. C'est devenu un habitué de certains cercles criminels, notamment au carrefour entre High Street et School Street à Springfield. Il s'est plus ou moins intégré dans certains milieux criminels bien particuliers de la ville de Springfield. Lorsqu'on fait partie des marginaux qui fréquentent le milieu criminel d'une communauté, ça devient facile de passer inaperçu. Parce qu'on se protège les uns les autres, on ne se fait donc pas remarquer. Stewart Weldon est devenu un homme qui ne respecte plus la loi. Il entre par effraction chez un particulier et au moment de son arrestation, il agresse violemment un agent de police. Il est condamné à 2 ans de prison. Ce qui me frappe, c'est que pour cet homme, rien n'a d'importance. Il se moque de ce qui peut lui arriver. Il prend sans arrêt des risques inconsidérés, attaque un policier avec un couteau. La police aurait pu l'abattre pour des raisons tout à fait légitimes à plusieurs reprises. On dirait que personne ne compte à ses yeux, pas même lui. C'est particulièrement glaçant. C'est un comportement qu'on ne voit pas souvent. Stewart Weldon était très impliqué dans le trafic de drogue. Il était dealer. Il lui était donc très facile d'inciter les femmes toxicomanes à en prendre et de les attirer dans sa voiture. Weldon utilisait la drogue comme appât pour les faire venir chez lui.
Souvent, il les faisait monter dans sa voiture en leur disant « Viens, on va prendre de la drogue ». Parfois, quand il se rapprochait de chez lui, il pouvait lui arriver de négocier des actes sexuels et ça dérapait. Mais le plus souvent, les femmes croyaient aller à son appartement pour passer un moment avec lui. Et quand elles arrivaient là-bas, elles découvraient qu'il ne voulait pas uniquement prendre de la drogue avec elles. En réalité, il les giflait violemment, leur donnait des coups de poing, les menaçait et les obligeait à faire des choses auxquelles elles ne consentaient pas. Il jouait avec les limites pour voir jusqu'où il pouvait aller. Il soumettait ses victimes à des actes tellement horribles qu'on ne pourrait qualifier ça que d'expérience de mort imminente. Stewart Weldon a désormais 40 ans. Son casier judiciaire mentionne déjà un enlèvement, un cambriolage, une agression sexuelle et des violences avec armes. Il a déjà purgé 2 peines de prison. Il agresse maintenant des femmes fragiles dans sa cave, où il les torture, presque jusqu'à la mort. En dépit de ce comportement de plus en plus inquiétant, il n'attire pas l'attention de la police. Ces femmes sont vulnérables à plus d'un titre. D'abord, elles montent en voiture avec un homme qu'elles ne connaissent pas. Elles cherchent aussi peut-être désespérément de la drogue parce qu'elles souffrent d'addiction. Mais en plus, ces femmes sont très méfiantes envers la police. Et évidemment, Stewart Weldon le sait. Il sait très bien que la plupart du temps, lorsqu'une travailleuse du sexe est violée ou battue, soit elle ne va pas voir la police parce qu'elle a peur d'être arrêtée à cause de ses activités, soit on ne la croit pas. Eh bien, trop souvent, c'est exactement ce qui se passe. Ces femmes perdent parfois contact avec leur famille pendant un certain temps. Elles ont des modes de vie assez précaires et leur disparition peut passer inaperçue. En réalité, ce sont les femmes de High Street et School Street qui ont remarqué les premières que leurs collègues avaient disparu. Mais elles affirment que ce n'était pas rare. Parfois, certaines partent en cure de désintoxication, réussissent à se sevrer, changent de vie, déménagent ou emménagent avec un homme. On ne remarque donc pas forcément une disparition tout de suite. C'est presque de la provocation. Vous ne m'avez pas puni, alors pourquoi j'arrêterais de commettre des crimes? Pourquoi je n'irai pas encore plus loin? C'est sûrement ce qui s'est passé dans cette affaire. Vous ne m'avez pas puni sévèrement? Dans ce cas, je vais continuer à commettre des crimes. Puisque le système ne m'arrête pas et ne m'en dissuade pas, je vais continuer à agresser des femmes. Il n'a pas les mêmes limites que la plupart d'entre nous. C'est pour cette raison que les gens ont peur de lui. Ils savent qu'il est prêt à tout. Il est menaçant. Il se bat avec la police. Il fuit la police. Il est prêt à se battre avec n'importe qui. C'est vraiment un individu qui semble n'avoir aucune limite d'aucune sorte lorsqu'il s'agit d'obtenir ce qu'il veut ou de faire ce qu'il a envie de faire. Beaucoup de ces femmes ont eu l'impression de mourir. Elles ne voyaient plus rien, n'arrivaient plus à parler. Ils cherchaient à avoir un contrôle total sur la vie de ces victimes, un pouvoir de vie ou de mort sur elles, et à lire leurs émotions lorsqu'ils leur infligeaient toutes sortes de sévices atroces. Le fait qu'il agresse ces femmes d'une façon si horrible, sans essayer de se cacher ni se soucier des conséquences, est vraiment stupéfiant. America Leyden est une mère de 33 ans qui vient de terminer une cure de désintoxication. Ernestine Ryans, 47 ans, a vécu toute sa vie à Springfield. Elle est mère et s'apprête à devenir grand-mère.
Kayla Escalante est une jeune mère de 26 ans originaire de la ville voisine de Ludlow. Elle est toxicomane et a perdu contact avec sa famille. La police ignore totalement où se trouvent ces 3 femmes vulnérables et si elles sont toujours en vie. Ce n'est que 5 mois après la disparition d'America Leyden que la police commence à soupçonner Weldon d'être impliqué. La première fois que j'ai entendu parler de Stewart Weldon, des policiers l'avaient arrêté lors d'un banal contrôle routier. Il a redémarré sa voiture. Monsieur Weldon a pris la fuite pendant le contrôle. Évidemment, la police s'est lancée à sa poursuite. Lors d'un contrôle routier, l'agent de police a le droit de procéder à une fouille du véhicule s'il a un motif raisonnable pour cela. Il lui faut un motif raisonnable. Il peut aussi s'assurer que les personnes à l'intérieur du véhicule vont bien. Et il a le droit d'interroger les passagers s'il les soupçonne de participer à des activités criminelles. Weldon n'est pas quelqu'un qui prend des précautions et essaie de dissimuler ses crimes. Il fait vraiment tout ce qu'il veut quand il veut. Une course-poursuite s'est engagée et à la fin, les agents de police ont découvert qu'il y avait une femme ligotée et attachée sur le siège arrière de sa voiture. Cette affaire met en lumière le travail remarquable de la police. En tenant compte du quartier en question et des potentiels suspects identifiés, ils se sont montrés très observateurs. Ils ont certainement sauvé une vie, et peut-être même plus d'une. La femme qui se trouvait dans le véhicule s'est mise à crier, et il est vite apparu qu'elle était gravement blessée. Elle leur déclare immédiatement qu'elle a été séquestrée pendant 1 mois, qu'elle n'est pas en sécurité, qu'elle ne va pas bien et que c'est Weldon qui l'a enlevée. Les agents de police constatent qu'elle présente des blessures graves et assez singulières. Elle leur dit qu'elle souffre atrocement. La victime leur raconte que M. Weldon la brutalise et la frappe avec un objet. Les différentes blessures sur son corps corroborent ses propos. Elle a fourni ces informations dans un état d'agitation extrême. Ses propos étaient parfois difficiles à suivre. Elle était visiblement bouleversée et hébétée. Pour résumer, elle a déclaré qu'il l'avait séquestrée pendant les 30 derniers jours, qu'il l'avait battue, ligotée, brutalisée. La victime a affirmé qu'il lui avait donné des coups de marteau dans la jambe et elle présentait effectivement des blessures. Il était évident qu'elle était frappée depuis déjà un certain temps. On a dû l'emmener à l'hôpital, où elle a d'ailleurs failli être amputée. Weldon est inculpé pour enlèvement, menace, port d'armes illégales et refus d'obtempérer. Malgré les accusations portées contre lui, la police ne dispose pas d'éléments suffisants pour perquisitionner sa maison. Le lendemain, M. Weldon a été traduit devant la cour. C'est moi qui lui ai lu l'acte d'accusation. Il a été mis en examen pour enlèvement et plusieurs agressions. Suite à son arrestation, on a fixé la caution à $1 million à cause de l'enlèvement et des graves allégations contre lui. On a découvert ensuite qu'elle n'était que la partie émergée de l'iceberg. À l'époque, on n'avait pas de motif raisonnable selon moi pour fouiller sa maison. Mais il s'est présenté quelques jours plus tard. La police de Springfield a reçu un appel de sa mère adoptive. Elle se plaignait d'une odeur nauséabonde provenant du sous-sol. Elle leur a présenté ça en disant qu'il s'agissait sûrement d'un animal mort dans la cave, mais qu'elle avait trop peur pour aller vérifier elle-même. Un grand nombre de policiers en uniforme de Springfield sont entrés dans la maison. Ils ont immédiatement été assaillis par une odeur forte et extrêmement nauséabonde qu'ils ont instantanément reconnue comme étant celle d'un cadavre, humain ou animal en décomposition. Pour ceux d'entre nous qui ont déjà travaillé sur des enquêtes de ce type, c'est une odeur unique qu'on ne peut pas oublier.
À ce moment-là, il faisait nuit. Il devait être 20h30. Je me souviens qu'en arrivant dans l'allée de la maison, j'ai senti une odeur que je ne connaissais que trop bien à l'époque. Même à une certaine distance du bâtiment, à 15 mètres, tout au bout de l'allée, je la sentais déjà. Je suis entré dans la maison avec les agents de police et on est descendu au sous-sol. Je me souviens que là, l'odeur était particulièrement forte. Puis on m'a emmené dans une salle de bain où j'ai constaté la présence d'un cadavre qui était dans un état de décomposition avancé. Quand vous découvrez un cadavre humain, votre cœur se serre. Ça vous met un coup à l'estomac parce que cette personne était une mère, un père, un frère, une sœur, avait une famille quelque part. Quand vous réalisez que la personne est morte, c'est vraiment difficile à accepter. La victime trouvée dans la salle de bain était la plus récente. Elle avait disparu en avril ou en mai cette année-là. La police parvient à identifier la première victime comme étant Kayla Escalante, 26 ans, grâce à ses empreintes et à un tatouage distinctif sur la cheville. Elle avait été ligotée et bâillonnée. Le premier corps était dans cette salle de bain facilement accessible. Ensuite, je suis sorti et les policiers m'ont conduit vers le garage au bout de l'allée. Là encore, l'odeur était insoutenable, même depuis l'extérieur. J'ai à peine fait quelques pas dans le garage et de là où je me trouvais, j'ai pu voir un corps en état de décomposition avancée. L'odeur était pestilentielle et des mouches tournaient autour. La victime retrouvée dans le garage avait dû être enlevée dans le courant du mois d'avril. Il est établi que la deuxième victime est Ernestine Ryans, 47 ans, qui allait bientôt devenir grand-mère. Son corps avait été abandonné là, recouvert de cartons jetés négligemment. Je savais que cette affaire était très grave. J'ai appelé tous les membres de mon équipe, notamment le substitut du procureur Max Bennett, pour qu'ils viennent sur la scène de crime. À ce stade, on avait 2 corps qui avaient été abandonnés là. Le lendemain, les policiers ont remarqué que de la terre avait été retournée sous un cabanon en bois dans le jardin. Un chien de recherche spécialiste des cadavres avait marqué l'arrêt à cet endroit. Les enquêteurs ont commencé à creuser et ont déterré le cadavre d'une 3e victime. La victime avait été ligotée avec des câbles électriques et le corps était presque complètement décomposé à l'état de squelette. Il restait très peu de chair dessus. Selon les éléments de notre enquête, elle avait disparu dans le courant du mois de septembre. Pour réussir à identifier America Leyden, 34 ans, les enquêteurs sont obligés de recourir aux empreintes dentaires. D'après mon expérience, cette scène de crime était tout à fait singulière. Les circonstances étaient elles aussi singulières. À l'époque, je me souviens qu'elle m'avait déjà complètement bouleversé et même horrifié. Mais aujourd'hui, je considère qu'il s'agit très probablement des crimes les plus odieux et les plus abominables qu'il m'ait été donné de voir durant toutes mes années de service au sein de notre système judiciaire. Les femmes qui venaient chez lui lorsque sa mère était présente ou à proximité s'en sortaient vivantes. Mais quand sa mère quittait la maison ou s'absentait pour de longues périodes, c'est là que les meurtres devaient avoir lieu. We do believe that Mr. Weldon has been living up until the time of his arrest at this address. Il s'agit d'un quartier essentiellement résidentiel, où vivent des familles de la classe moyenne qui sont fières de leur maison et qui vont travailler tous les jours. Il y avait des écoles dans ce quartier. Cela a donc créé une onde de choc, surtout dans cette partie de la ville de Springfield, lorsque les gens ont vu que ce genre de crimes, qui ont fait la une des journaux nationaux et internationaux, s'était produit à quelques mètres de chez eux.
Weldon est alors mis en examen pour les meurtres d'America Leyden, Ernestine Ryans et Kela Escalante. Ces chefs d'accusation s'ajoutent à ceux liés à l'enlèvement et à la tentative de meurtre sur la victime retrouvée dans sa voiture. Weldon étant désormais incarcéré, d'autres victimes trouvent la force de témoigner de ce qu'il leur a fait subir. Weldon est à présent détenu par la police de Springfield. Au cours de leur enquête, les policiers se rendent compte qu'une série de viols qui durait depuis un certain temps prend soudainement fin. Évidemment, ils font immédiatement le rapprochement et envisagent que Weldon puisse être un suspect dans ces affaires de viol. Il était extrêmement brutal lors de ces viols. Je crois qu'il se moquait pertinemment de savoir si ces femmes survivraient. Ce dont je suis certaine, c'est que lorsqu'une de ses victimes finissait par succomber, sous son contrôle, cela ajoutait un peu de piment à son scénario. Et il recommençait. Même lorsque la police a des éléments à charge, engager des poursuites dans une affaire qui touche des personnes sans domicile, souffrant de graves problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, pose un certain nombre de complications pour l'accusation. Ces affaires sont très complexes. Beaucoup de ces femmes se sont rendues compte que des collègues à elles avaient été tués dans cette maison. C'est là qu'elles se sont manifestées. Elles ont compris que c'était grave et ont agi. Elles devaient se battre pour ces victimes qui ne pouvaient plus le faire. Il s'attaquait à des personnes qui ne risquaient pas d'aller parler à la police. Il avait dit à plusieurs d'entre elles, « Va donc te plaindre, personne ne te croira. » Et honnêtement, c'est exactement ce que se disaient les femmes qu'il ciblait. Elles étaient sûres qu'on ne les croirait pas et que ça ne valait pas la peine de porter plainte. Elles s'estimaient heureuses de reprendre leur vie après les faits et d'en avoir échappé. Ce qu'il infligeait à ces femmes, sa tendance à commettre des viols et des actes de torture, toutes ces violences n'ont pas leur place dans notre société. Les viols sont devenus de plus en plus violents. Il étranglait ses victimes. Il employait tout un tas d'accessoires et d'équipements pour commettre ces viols et pour exercer cette violence qui faisait partie de l'expérience pour M. Weldon. Dans certains cas, les criminels commettent des meurtres parce qu'ils ne veulent pas se faire arrêter. Mais dans le cas de M. Weldon, les meurtres étaient le point culminant de ses scénarios sexuels. Ils faisaient partie intégrante de ses fantasmes et de l'envie d'assouvir ses désirs. Stewart Weldon est la définition du sadique sexuel. Ce n'était pas de simples meurtres. Il ne se limitait pas en quelque sorte à violer ses femmes et à les tuer pour éviter de laisser des témoins. C'est un individu, compte tenu de la brutalité des tortures qu'il infligeait à ses victimes, qui tirait une jouissance sexuelle de ces tortures, en leur faisant mal physiquement, en les voyant pleurer, le supplier et l'implorer. Huit viols s'ajoutent aux charges qui pèsent contre Weldon, grâce aux témoignages des survivantes qui se voient garantir l'anonymat. Le viol, par sa définition même, est l'un des actes les plus abjects et l'un des crimes les plus odieux auxquels notre système judiciaire soit confronté. Ce qui est certain, c'est que le comportement de M. Weldon, tel que nous l'avons documenté, était particulièrement sadique et méthodique. Il soumettait ses victimes à une violence extrême. Ces femmes étaient étranglées, battues, torturées sans fin selon ses fantasmes. Cet homme ne représentait pas seulement une menace pour les prostituées. Cet individu est un danger public pour tous les gens qu'il côtoie. C'est un homme qui a déjà menacé d'ouvrir le feu dans un bar, dans un accès de colère, d'agresser une femme dans la rue. C'est quelqu'un qui commet toutes ces agressions en toute impunité, alors que dans n'importe quel autre quartier, il aurait déjà été incarcéré depuis longtemps pour n'importe lequel de ses actes. Alors que là, il semble agir sans que ça ait de conséquences. Weldon plaide non coupable de tous les chefs d'accusation. Alors que le procureur prépare le procès,
Il craint que la nature de la scène de crime et le témoignage de certaines victimes lui permettent de plaider la folie. À l'époque, j'avais peur que le fait qu'il laisse des cadavres à l'abandon joue en notre défaveur, alors qu'on voulait prouver qu'il était en pleine possession de ses moyens. L'une des victimes a notamment raconté qu'il avait disposé des bougies sur le sol pour former un pentagramme. Une autre a déclaré qu'il lui avait raconté qu'il y avait un démon qui vivait sous l'escalier de son sous-sol et qu'il jetait du sel à cet endroit. D'autres fois, il tenait des propos qu'on pourrait qualifier de satanistes, mais les victimes étaient incapables de dire de quoi il s'agissait précisément, juste que c'était sataniste. L'une des questions que je me pose sur Stewart Weldon, c'est de savoir s'il souffrait d'une déficience mentale ou d'une lésion cérébrale qui aurait pu influer sur son impulsivité. C'est un problème pour nous parce que l'un des faits que nous devons établir, c'est qu'il est saint d'esprit, qu'il a conscience du caractère répréhensible de ses actes et qu'il a la capacité de respecter la loi. Alors entendre notamment qu'il était obsédé par un site de chasseurs de fantômes, c'est une information qu'il va falloir expliquer. Stewart Weldon est incarcéré. Il plaide non coupable de 3 chefs d'accusation d'assassinat et de 49 autres délits commis sur 11 victimes. Le ministère public s'efforce de prouver qu'il était pénalement responsable de ses actes, parce qu'il craint que la défense de Weldon n'essaie de plaider la folie ou de prétendre qu'il était en proie à des troubles mentaux au moment des faits. Son procès a eu lieu en avril 2020. Ce qu'on devait prouver, c'est qu'il y avait une certaine cohérence dans ses actes, un schéma, et pas uniquement une violence aveugle et aléatoire. Je le dis à beaucoup de jeunes procureurs, le témoin le plus important et le plus fiable dans les affaires de meurtre, c'est la scène de crime. On a demandé un délai supplémentaire parce que la police scientifique a passé des jours à creuser dans le jardin, puis à fouiller cette maison, à recueillir toutes les preuves ADN en faisant des prélèvements partout, en cherchant des empreintes digitales notamment. Ils ont fait très attention à bien protéger les éléments de preuve. Il s'agit de préserver la scène de crime. On essaye de faire en sorte que le moins de personnes possible interviennent dessus. Est-ce que vous êtes bien prévoyant? Est-ce qu'un facteur, un élément, pourrait modifier la scène de crime, comme la météo? On a dû prendre en compte plein de petits éléments de preuve et les assembler pour en tirer une sorte de schéma à partir duquel développer les hypothèses. On a découvert 2 bouteilles de détergent, ce qui indiquait qu'un nettoyage avait eu lieu. Le sol était aussi poisseux, ce qui laissait penser qu'il y avait eu un nettoyage à un moment. Yo, it's me, Jersey. I apologize if I ever everybody over and say, I wish I could have did better with my life, you know what I'm saying? But I'm tired of living, man. La vidéo n'est pas une confession. Mais s'il existe des éléments montrant que Weldon a essayé de dissimuler les meurtres, cela prouverait sa préméditation. Sa version des faits présentait des incohérences. On m'a rapporté qu'il avait prétendu n'avoir attaché les victimes qu'après leur mort, pour pouvoir les déplacer plus facilement. On a donc dû étudier avec précision les corps de ces femmes. Grâce au médecin légiste, on a établi que la première victime avait été attachée avec du ruban adhésif. Étant donné les lividités cadavériques et le blanchiment de la peau, le légiste était en mesure de certifier que le sang de la victime coulait encore dans ses veines et qu'elle était encore en vie au moment où on l'avait attachée. Il y avait une fracture de l'os hyoïde au niveau de son cou. Ça veut dire qu'une pression avait été exercée à cet endroit précis, sûrement avec les mains. On a eu la grande chance de trouver de l'ADN de la deuxième victime sur l'une des rampes de l'escalier, ce qui nous a permis de comprendre que son corps avait séjourné là, sous l'escalier du sous-sol, avant qu'on le trouve dans le garage. Ça nous a permis de confirmer notre théorie selon laquelle il brutalisait ces femmes dans le sous-sol et qu'ensuite il sortait les cadavres. On avait donc un schéma.
On a ainsi pu ajouter au dossier les témoignages des rescapés de ce sous-sol et comparer ce qui leur était arrivé à ce qui était arrivé aux femmes décédées. En mettant bout à bout tous ces éléments, il est devenu évident que M. Weldon savait identifier les cibles idéales de ses projets macabres. Il savait où et comment les trouver sans qu'elles n'opposent de résistance. Personne n'a jamais signalé qu'il les avait enlevées. Il savait les attirer dans sa voiture et jusqu'où il pouvait aller avec ses femmes. Quand il y avait quelqu'un chez lui, il savait qu'il devait les laisser partir. Quand il avait la maison, pour lui tout seul pendant de longues périodes, c'est là qu'il commettait les meurtres. Quand on trouve des cadavres dans votre cave, l'une des seules possibilités que vous avez, c'est de plaider la folie. Le fait qu'il s'en soit abstenu signifie qu'il a probablement subi une expertise psychiatrique et qu'on lui a dit, ainsi qu'à ses avocats, qu'il ne remplissait pas les conditions pour plaider la folie. Il n'était pas pénalement irresponsable au moment des crimes. C'était forcément prémédité. Il avait bien réfléchi à tout ça. Il a été évalué et on lui a dit « Mauvaise nouvelle, vous n'êtes pas fou ». Découvrir qu'un être humain est capable de réellement torturer des victimes dans cette maison, c'est terrible. Et les circonstances dans lesquelles ces 3 femmes sont décédées, ce que M. Weldon leur a fait subir, la manière dont il a tenté de dissimuler ses crimes, honnêtement, c'est très particulier. Je n'avais jamais travaillé sur une affaire comme celle-ci et j'espère ne pas le refaire. Please be seated. Court's now in session. No talking, please. Your Honor, many of these women didn't come forward because they were terrified about what happened to them. Based on who they were, how they lived, what they were going through, they didn't think anyone would believe them or care about what happened to them. The only good thing that comes from this case, Your Honor, is now they know that that's not true. When America, Ernestine, and Kayla were in his house, he knew he had that house to himself for an extended period of time. He knew he would not be interrupted or disturbed, and he would have time to do what he needed. He tailored his lies and the cover-up about this case. Depending on who he was talking to, he would explain the smell in a way that was designed to cause the least amount of alarm to his audience. He tailored these lies about the smell while searching the internet on how to remove the smell of dead animal carcasses, always careful to never search them as dead bodies. The intent for what he did here is all over this case. Kelly was a daughter, a sister, and a mother. She could light up a room with her smile, fill it with her laughter. Her love for her friends and her family never dwindled, but instead it grew every day. She could love with the power of 1,000 hearts. She never gave up on the things that meant the most to her. There are no words to describe the pain in my heart. That started the day I found out my mom was one of the defendant's victims. The feelings of hurt, sadness, confusion, loneliness, regret, and most of all anger are just a few of my daily emotions now. I wake up every day hoping that this was all a bad dream and relive the horror when I realize it was real. They say time heals all wounds, but Your Honor, I don't feel like this is a wound that will ever heal. I miss my mom. For 3 months, I wondered every single day where she was. Is she okay? Having hope we would see her again.
The day I gave birth, I still wasn't aware she was dead, laying alone in a dirty, dark garage. My life crumbled and stopped the minute the detectives came to my door. I'll never forget those moments. Every day, I am haunted by memories and images. I will never be whole again. The defendant took away my daughter, my sweet little angel, Kayla Jean. Thank you, everyone. Mr. Stuart Weldon, in consideration of this offense, court orders that you be confined at MCI Cedar Junction for the term of your natural life. Faire entendre la voix de ceux qui sont méprisés, témoigner du respect aux personnes qui ont passé beaucoup de temps tout en bas de l'échelle de notre société, donner une raison d'être et accorder de l'intérêt à des gens qui souffrent d'addiction et de problèmes de santé mentale, leur montrer qu'ils comptent grâce à ce procès, c'est un travail vraiment particulier. J'aimerais saluer notre équipe, et en particulier le substitut du procureur Max Bennett, qui a constitué tout le dossier et a travaillé avec beaucoup de compassion et une détermination sans faille pour redonner aux familles des victimes de meurtre et aux victimes survivantes une certaine dignité. L'impression que justice a été rendue malgré les terribles traumatismes qu'elles ont vécus. There's nothing I could say that would ease the pain of the families of the victims in this case. Les victimes de Stuart Weldon traversaient toute une période extrêmement difficile de leur vie. Elles luttaient contre leur dépendance et essayaient de s'en sortir. Il est très facile d'oublier que ces femmes avaient très souvent des enfants. Elles étaient des sœurs, elles étaient des filles, elles avaient des passions, elles aimaient leur famille. Et ce serait une erreur de définir ces femmes uniquement par cette accumulation de problèmes qu'elles affrontaient au moment de leur mort.